Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Taxville Online. Mon nom est Peter Joos. Je suis Sales Director chez Wolters Kluwer Tax and Accounting Belgium. Comme vous le savez, nous présentons cet événement en ligne suite aux mesures de sécurité en raison du coronavirus. Ce talk show est organisé spécialement pour vous, comptables et experts comptables. Mais nous souhaitons aussi la bienvenue aux nombreux étudiants, futurs comptables qui suivent cet événement. Lors de cette émission, nous avons prévu l'intervention de différents experts afin de vous informer, vous inspirer et vous donner de nombreux conseils pratiques. Vous pouvez également poser toutes vos questions en direct via chat. Mes collègues sont là pour vous répondre. Mais entrons maintenant directement dans le vif du sujet. Car, comme vous le savez, votre métier est en pleine évolution. Et Wolters Kluwer souhaite accompagner dans cette évolution et dans la transformation de votre fiduciaire. J'accueille tout d'abord Fabien Baert, Product Marketeer chez Wolters Kluwer. Fabien, il a travaillé plus de 10 ans au développement du logiciel de compte annuel Acon. Je lui laisse maintenant la parole pour vous parler brièvement des dernières évolutions du métier. Pour cela, il présentera les résultats du Tax Trendcatcher 2020. C'est une enquête récemment réalisée auprès de 500 comptables en Belgique. Fabien, vas-y. Peter, je te remercie de me donner la parole. Je te remercie de m'inviter à ton émission. Je préciserai que les 500 comptables que nous avons contactés pour cette enquête, c'est en partie des dirigeants du bureau et aussi les collaborateurs. Donc ça nous permettait d'analyser les sentiments de chacun de manière un peu plus neutre. Nous allons évidemment aujourd'hui pas aborder l'ensemble du détail, nous allons nous attarder sur quelques informations que j'ai envie de retirer. Et donc dans la colonne de gauche, nous voyons que 60% des bureaux ont des ambitions de croissance organique. Ce qui est quand même, je trouve, un signal assez fort quand on entend que la profession des comptables est en train de disparaître. Manifestement, ce n'est pas du tout ce que nous dit cette enquête et ce n'est pas du tout ce que nous ressentons sur le marché quand nous allons rencontrer nos clients. Un autre point, mais donc là, ça c'est déjà entendu depuis plusieurs années, on doit faire grandir son offre en conseil. Donc les bureaux ont une ambition d'offrir plus de conseils à valeur ajoutée. Donc ça c'est assez... Donc ça va peut-être ensemble avec la croissance qu'ils voient, c'est qu'ils voient une évolution vers plus de conseils plutôt que... Absolument, oui. Mais donc il y a d'autres paramètres que je vais pouvoir aborder tout à l'heure, mais c'est effectivement ça. C'est donc la croissance, on le voit, en offrant plus de valeur ajoutée avec, on va dire, le même nombre de clients et donc une évolution positive vers le chiffre d'affaires. Un autre point important, c'est que pour les comptables, et je les rejoins, la grande priorité actuellement, c'est de devoir faire un investissement en matière d'outils numériques. Donc ce genre d'investissement va améliorer la performance des collaborateurs et va aussi améliorer l'expérience client de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir offrir aussi plus de services, offrir un contact plus direct avec leurs clients grâce à ces nouveaux outils numériques. Et dépenser moins de temps à des tâches qui sont plutôt automatiques et Oui, absolument. Donc c'est donc gagner du temps et aussi gagner en disponibilité vis-à-vis du client et en fait améliorer la relation personnelle avec le client. Un des sujets, mais donc ça sera un autre sujet qui est important, c'est qu'on voit qu'un point d'attention pour un bureau, c'est de comment pouvoir suivre l'actualité. La difficulté dans un bureau comptable, c'est qu'ils traitent énormément de matières. Ils sont un petit peu le secouriste de l'entrepreneur et ils reçoivent des questions de toutes les matières économiques, que ce soit en droit social, en droit des sociétés, en comptabilité, en fiscalité internationale. Les questions vont dans tous les sens. Donc pour un bureau, suivre l'actualité, c'est vraiment une activité qui demande énormément d'efforts et qui est difficile. Ouais. Il y a différents outils à leur disposition. Qui permet de rechercher plus vite. Qui permettent évidemment de rechercher, etc. Donc c'est évident que certains outils peuvent les aider, mais ça reste quand même une matière d'expertise pour eux aussi. Oui, quand même, ouais. Oui, ça leur permet aussi d'offrir évidemment des conseils des conseils plus pertinents, mais ça reste un problème pour eux de chercher toute cette information. Et ce qui est intéressant aussi dans cette enquête, c'est qu'ils veulent offrir plus de conseils et il se trouve que justement, avoir du contact personnel avec son client pour lui offrir de conseils est justement la tâche que nos comptables préfèrent. Donc à 75% des gens ont insisté sur le fait qu'avoir du contact... La partie humaine, en fait, reste très importante. Et avoir surtout une valeur ajoutée. Donc,
être en contact et donner une nouvelle pertinente, que ce soit une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle, et montrer à son client qu'on a une valeur ajoutée, ça fait vraiment partie du... C'est la satisfaction, c'est la satisfaction du oui. job. Donc Ouais. ils voient vraiment leur utilité. Personne n'a envie d'être un encodeur, ils ont tous envie d'offrir plus. Mais bon, je pourrais en parler pendant des heures, comme tu le sais. Ouais. Mais ça donne quand même une belle vue de l'évolution qu'on voit. Oui. Absolument. Et une confirmation finalement, puisque c'est une enquête. Ouais. Donc, pour schématiser, en fait, dans un bureau comptable, nous avons identifié 4 domaines d'activité. Donc, qui est d'un côté la compta opérationnelle, le traitement des données qui entrent, etc. Un autre côté, ce que j'appelle la conformité, c'est-à-dire les déclarations fiscales, les comptes annuels. Et puis, il y a une partie conseil. Et la 4e partie, c'est en fait simplement l'interaction avec les clients. Sur ces 3 domaines, finalement. Absolument. Ouais. Et en fait, il ne faut pas oublier, en fait, un comptable, c'est aussi un entrepreneur qui doit entretenir une relation avec ses clients, voilà, il a aussi du marketing à faire et il a aussi et ça, c'est les 3 grands blocs d'activités que l'on voit dans un bureau classique et qui changent avec toute la technologie, finalement. Oui. Et donc c'est là ce qui est intéressant, c'est que bien sûr il y a des outils que Wolters Kluwer fournit pour les aider dans chacun des domaines. Donc par exemple en opérationnel, il y a nos plateformes Toco, Basecone et Codabox qui leur permettent d'être plus efficaces. Et ça, c'est quand on commence à travailler ensemble avec des partenaires pour remplir certaines de ces tâches, en fait. Ouais. Ça, c'est un des choix de Wolters Kluwer, c'est effectivement travailler via des partenaires en ce qui concerne ce genre de plateforme technologique. La force de Wolters Kluwer est bien entendu la partie conformité avec nos produits fiscaux. Donc je vais parler d'Acon, que je connais très bien, je vais parler de l'ISOC et je vais parler de l'IPP, qui sont nos produits phares en matière de fiscalité. Mais il y a également les produits conseils, notamment un produit FINEC qui va permettre être présenté tout à l'heure, et aussi des outils de simulation fiscale qui sont soit déjà dans nos outils actuels, ou soit sur une nouvelle plateforme en ligne dont on pourra parler tout à l'heure également. Et qui remplace un peu tous les fichiers de calcul que chacun devrait garder avec toute la complexité de la législation. Mais nous l'aborderons un peu plus en détail tout à l'heure, mais donc effectivement, c'est cette plateforme de simulation. Ça capte bien les activités, c'est bien. Oui. En effet. Donc, comme nous le disions, le conseil va prendre plus de place et va manger une partie du temps dépensé, dépensé à la conformité et à l'opérationnel. Mais il y a un élément important, c'est qu'en fait, et c'est assez frappant aussi quand j'en parle avec les comptables, c'est que tout le monde est bien conscient qu'on doit évoluer, tout le monde est bien conscient que le bureau doit évoluer dans les 3 à 5 ans. Sur ça, on est tous d'accord. Chaque comptable sait très bien où il veut être. Mais par contre, dès qu'on demande oui, mais quels sont les plans d'action qui sont déjà mis en place, là, c'est déjà moins clair. Donc là, clairement, on voit qu'il y a une ambition très claire, mais la concrétisation de ce plan d'action est encore compliquée. Et je pense que c'était pour nous une grande opportunité, et c'est pour ça que nous sommes contents que Taxville ait lieu, de pouvoir offrir un début de réponse, en fait, parce que... Et rendre tout ceci un peu plus concret, en fait, absolument. Parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est maintenant le moment de parler un peu de comment est-ce qu'on va augmenter cette partie du chiffre d'affaires dans la... C'est vrai. Et surtout le passage du portefeuille, donc c'est-à-dire les clients qui, depuis des années, ont l'habitude de payer pour un certain service, auront peut-être du mal à voir leur prix évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment... C'est un changement du modèle, finalement. Un énorme changement du modèle, un changement dans le bureau, un changement de la relation avec le client. Et c'est justement pour ça que Taxville va être très intéressant aujourd'hui, parce que nos interlocuteurs vont nous aider justement à y réfléchir. Ouais. Je pense qu'on aura des pistes intéressantes. Je vais rapidement un petit peu schématiser en montrant la manière de fonctionner d'un bureau actuellement, qui est donc de manière traditionnelle, il travaille donc la conformité et la saisie des données pour ses clients, et il a en fait un profit relativement bas par dossier, puisque c'est purement de l'opérationnel. Par contre, il a un coût assez élevé parce qu'il y a énormément de manipulation. Donc il y a beaucoup de traitements manuels des données. Pour capter ces données, pour les arranger. Et donc, une des manières d'améliorer ce schéma, c'est bien entendu d'investir dans la digitalisation. À ce moment-là, on peut traiter
plus efficacement les données, on va plus vite. Et donc ça, ce sont les étapes que nous sommes en train de faire dans la plupart des bureaux actuellement. C'est l'implémentation des outils comme Codabox, comme Toco, comme Basecone. Qui permettent d'automatiser en fait toute cette couche. Ouais. Ce qui permet donc de diminuer le coût du traitement des données et éventuellement, pourquoi pas, augmenter le nombre de dossiers à traiter dans ce cas-là. L'autre possibilité serait en fait d'offrir plus de conseils. Et donc, en offrant plus de conseils, on va augmenter le profit par dossier et on offre donc de la valeur ajoutée au nombre de clients. Et on peut faire un plus grand nombre de conseils puisque les outils seront là pour le faire plus vite, en fait. Oui et non. C'est-à-dire qu'actuellement, les outils qui permettent l'automatisation sont surtout des outils pratiques qui permettent d'aller plus vite. Mais des outils intelligents, en fait, je vais devoir aller dans un slide plus loin, doivent encore arriver. Donc il y a des outils, dès que l'intelligence artificielle sera à niveau, sera performante, parce que là aussi on a détecté que dans nos enquêtes que les comptables avaient encore des doutes sur les capacités de l'intelligence artificielle à offrir réellement, actuellement, une valeur ajoutée. Donc on est au début. Ouais. Oui, elles doivent être quand même une aide, parce que l'expertise reste quand même chez le comptable, en fait. Elle sera clairement une aide, évidemment, parce qu'elle va pouvoir détecter à l'avance, sur base du big data et des data lakes, elle va pouvoir détecter les dossiers avec des difficultés. Elle va pouvoir détecter aussi les dossiers avec des opportunités et ainsi indiquer au comptable sur quel dossier il doit faire une analyse plus approfondie afin de le présenter à son client. Et donc là, clairement, on est dans le futur, on est vers un bureau qui pourra travailler avec plus d'efficacité, mais aussi avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc il grandira à ce moment-là de manière exponentielle. Et donc c'est vers ce genre de croissance que j'espère pouvoir entraîner nos clients dans le futur très proche. Et cela répond vraiment à la demande qu'ils ont et à l'ambition qu'ils ont de croître, en fait. Donc, exactement. Et donc j'espère qu'on arrivera à leur fournir une réponse du comment ils doivent y arriver. Mais donc là, clairement, donc leur ambition de croissance va pouvoir être atteinte grâce à cette approche. Une chose est sûre, par contre, c'est que ne rien changer, ne pas investir, ne pas vouloir changer son business model, ce n'est pas une option. Ouais. Ça va clairement, je pense, à terme, un bureau tout à fait classique qui ne veut pas automatiser, qui ne veut pas changer, n'a pas un avenir à très long terme. Le coût par dossier devient tellement élevé qu'il n'est plus compétitif. En fait. Par contre, on doit être honnête aussi, pardon de t'interrompre, on doit être honnête aussi, c'est que les clients actuellement qui travaillent depuis des années de manière classique, etc., vont continuer à travailler avec leurs comptables et donc bien sûr il faut continuer à traiter avec ses comptables et chaque comptable va devoir un petit peu voir comment est-ce qu'il peut garder son portefeuille de clients que j'oserais dire classique, traditionnel, tout en automatisant quand même. Automatisant quand même, peut-être en interne alors, sans perturber le business de son client, sans perturber les processus de son client, mais donc voir de quelle manière le bureau lui-même peut améliorer la collaboration avec les clients plus traditionnels. Et rester compétitif en fait, dans le domaine classique et pur. Absolument. Ok, merci Fabien, c'était très intéressant. Je pense que ce que j'ai retenu, c'est que oui, les comptables, on a toujours dit, doivent digitaliser, doivent automatiser. On a expliqué un peu qu'ils ont un choix à faire, dans quel domaine est-ce qu'ils veulent évoluer, où est-ce qu'ils se retrouvent dans quelques années. C'est leur ambition de faire ceci. On a montré aussi, et on va montrer plus tard dans la journée, qu'effectivement, on leur donne les outils pour pouvoir faire de plus en plus le conseil. Et donc, très intéressant. Donc, merci Fabien. Et à la prochaine. À très bientôt. Et on passe maintenant à un bloc de publicité. Merci.
Wolters Kluwer souhaite vous accompagner dans cette évolution vers plus de conseils. C'est pourquoi, dans la suite du programme, nous avons prévu différentes interventions pour cela. Nous vous proposerons une nouvelle piste de croissance, la planification financière personnelle. Ensuite, nous suivrons pour vous l'actualité fiscale en matière automobile et le droit des sociétés, grâce à un exposé de David de Backer, conseiller fiscal. Enfin, Gauthier Roussel vous donnera de nombreux conseils pratiques afin de mieux présenter votre offre et vos nouveaux services à vos clients et ainsi croître votre chiffre d'affaires. Pour commencer, nous accueillons Michiel van de Keibus, Product Manager chez Wolters Kluwer. Michiel va vous présenter une opportunité intéressante pour votre bureau et vos clients, la planification financière personnelle. Bienvenue Michiel. Venez nous joindre à la table. Merci. Bonjour. Peter. Bonjour. Voilà. Tu vas nous parler de la planification du personnel. Oui, planification financière personnelle. En fait, comme une piste de croissance pour les experts comptables. En fait, c'est une discipline de conseil qui vient des États-Unis il y a une vingtaine d'années. C'est passé vers nous. Et au début, c'était surtout ciblé aux familles avec de grands patrimoines et de structures complexes. Mais maintenant, il y a une tendance vers le fait que la planification financière personnelle est aussi un peu intéressante pour les classes moyennes, pour les gens comme moi et toi. En fait, la planification financière personnelle cible sur les différentes phases dans la vie où il y a un besoin d'avoir des conseils juridiques, fiscaux, financiers, pour voir avec l'argent, est-ce que tout est bien réglé, avec les risques qu'il y a, avec les achats qu'on veut faire, avec les besoins de la famille, est-ce que tout est bien réglé. Il y a de différentes phases, on se marie, on a des enfants, on achète une maison, une deuxième maison, on accumule de l'actif et on passe vers la retraite, on se demande si on veut donner des choses déjà aux enfants pour leur faire démarrer. Donc il y a beaucoup de questions juridiques, financières, fiscales qui se posent à ce moment-là. Surtout si on a pendant sa vie aussi une vie dans une entreprise, vie active dans une entreprise. C'est souvent intégré le professionnel et la Oui, c'est ça. Il y a le patrimoine qui s'accumule dans l'entreprise, bien sûr, dans la société. Il y a le salaire qu'on se paye de la société vers les comptes privés. Il y a pas mal de liens entre la vie financière de l'entreprise et la vie privée, familiale. Donc là, il y a aussi un besoin d'avoir des conseils. Souvent, bien sûr, les experts comptables, ils jouent un rôle très important et fréquent. D'autre côté, encore, ça peut se passer dans la vie que les choses ne se passent pas comme prévu, qu'il y ait un divorce, peut-être qu'un partenaire devient malade ou un enfant, il y a des problèmes avec un enfant, ce qui pose du stress financier, souvent aussi. Et c'est pour ces événements-là qu'il faut mieux se préparer ou qu'il faut voir si on est bien préparé ou comment on peut mitiger les risques. Et on peut planifier les différentes situations qui pourraient se présenter. Oui, c'est donc là que des conseillers peuvent jouer un rôle important parce que tous ces aspects-là sont difficiles à comprendre pour tout le monde. Donc un conseiller peut jouer un rôle d'abord en inventarisant ce qu'il y a déjà, ce qu'on possède, quelles sont les dettes, quelles sont les assurances qu'on a prises, qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on gagne. C'est déjà un exercice important. Ensuite, le conseiller doit voir ensemble avec la famille quels sont les buts à long terme, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme protection, comme choses qu'on veut donner aux enfants à un certain point. Donc il y a pas mal de... C'est vraiment la situation future à évaluer également. Oui, voilà. Donc on peut faire un plan seulement si on connaît tous les rêves et tous les risques qu'il y a dans le futur. Même si ce n'est pas facile à tout déterminer, il faut quand même faire un plan pour bien être préparé.
Ce plan-là qui est fait par le conseiller tient compte, bien sûr, du fait qu'il faut toujours avoir assez d'argent pour financer tout. On ne peut pas avoir des déficits à un certain point, mais ça doit aussi être optimalisé du côté fiscal ainsi que juridique. Juridiquement correct, en fait. Oui, en fait, oui. Donc, sociaux, donc au niveau d'assurance, par exemple, aussi, ça doit tout être bien réglé. Ensuite, le conseiller va mettre les choses en marche ensemble avec d'autres professionnels comme les notaires, les courtiers d'assurance et les banquiers pour mettre en place les éléments du plan afin qu'il démarche. La famille doit bien sûr aussi se tenir un peu aux consignes qu'il y a dans le plan où ils doivent tenir compte de ce qu'on peut gaspiller, de ce qu'on peut dépenser et gaspiller à un certain moment ou pas. Et vous voyez vraiment le rôle du comptable là-dedans? Oui, donc j'ai consciemment pas mis l'expert comptable en petit texte là, parce que pour nous, pour Wolters Kluwer, on croit vraiment que le petit homme là qui gère tout, qui est le point central dans cette histoire, c'est bien l'expert comptable. J'y reviens dans quelques instants. Ensuite, le plan est mis en marche, mais il faut quand même fréquemment voir s'il est encore bien en route et si les buts sont atteints. Voilà, je viens de le dire, donc l'expert comptable pour nous peut vraiment jouer le rôle d'un capitaine et de meneur de jeu. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les connaissances au niveau de la fiscalité, droit de société, droit civil, droit de pension. Il est un expert en traduisant la législation vers la pratique dans la vie. Il fait ça aussi, il est bien avec les chiffres aussi, bien sûr. Il joue avec Excel. Il connaît également tant la société que le professionnel. Oui, voilà. Oui. Donc il fait aussi les plans financiers pour l'entreprise, mais il connaît tous les autres détails de la vie de l'entreprise, de la famille. Il a aussi une bonne relation de confiance avec sa clientèle, plus que d'autres conseillers financiers ou juridiques. Et il a aussi une objectivité dans son comportement, qu'il va donner les conseils les plus malins, les plus intelligents, sans qu'il y ait une stratégie de vente après. Il reste objectif finalement avec c'est ça. envie. Oui. Voilà, donc sachant que l'expert comptable est le mieux placé, selon nous, c'est maintenant intéressant, je crois, de voir quelles sont les tendances qui mènent à une croissance de l'importance de la planification financière personnelle. Ce sont des tendances socio-économiques. Pour commencer, et ça c'est une bonne nouvelle, bien sûr, nous vivons tous plus longtemps et cela mène aussi à une période passive après notre retraite qui devient de plus en plus longue. Et à ce moment-là, il faut bien sûr avoir assez d'argent, assez de moyens afin d'avoir encore une bonne vie après sa retraite. On pourrait dire, OK, mais j'ai une pension, mais en Belgique, comme vous le savez, c'est pas grand-chose, pas d'ailleurs pour tout le monde, pour les indépendants, pour les employés, c'est quand même souvent pas assez pour même pouvoir payer le séjour à la maison de retraite. Donc il faut prévoir plus de fonds, un financement pour encore d'autres choses, des choses amusantes qu'on veut faire ou des choses qu'on veut passer à la génération suivante. On pourrait dire aussi, j'ai accumulé pas mal d'argent pendant ma vie. J'ai mon assurance groupe qui m'a versé de l'argent, mais cet argent-là, on ne peut même pas vivre de l'intérêt. Elle perd en fait la valeur. Oui, c'est ça. Ouais. Ça diminue en fait si on laisse cet argent sur un compte d'épargne. Donc il faut trouver autre moyen à avoir assez de moyens pendant sa vie, surtout la période passive. Ensuite, encore une autre tendance socio-économique, c'est que les vies deviennent de plus en plus compliquées qu'il y a 50 ans, par exemple. Les gens changent plus de travail, donc ça
mène aussi à des questions financières souvent, ou des ménages plus. Donc un achat, une vente d'une maison sont aussi des moments où il faut du conseil. Mais surtout aussi, il y a pas mal de familles nouvellement assemblées. Il y a d'autres formes de famille ou de vivre ensemble, de relations plus compliquées qu'avant, qui, cela oblige les gens à mieux penser sur leur indépendance financière individuelle. Les impacts deviennent de plus en plus complexes, en fait, à cause des structures de famille. Oui. Et il faut aussi bien réfléchir comment est-ce que je veux protéger un enfant d'un autre mariage, par exemple. Donc, voilà. Donc, toute cette tendance mène à une nécessité de planifier. Et pour nous, donc, l'expert comptable, c'est son jeu à y participer. Comment est-ce qu'on fait ça à l'heure actuelle déjà dans le secteur? On a demandé il y a 2 ans aux experts comptables ce qu'ils pensaient de la planification financière personnelle comme alternative. Comme un rôle de... Oui, comme alternatif pour le travail administratif qui est en train de diminuer. À cette époque-là, il y avait déjà 1 sur 10 des experts comptables qui faisaient déjà la planification financière personnelle, et le reste des 1 tiers sont en train de démarrer maintenant. Donc dans 1 an, environ 1 sur 3 des bureaux d'experts comptables auront la planification financière personnelle dans leur offre. Oui, c'est ça. Maintenant, si vous voulez, en tant qu'expert comptable, commencer avec cette discipline, il faut un peu se poser quelques questions au niveau de son bureau. Est-ce que j'ai les skills? Est-ce que mes gens sont bien préparés à faire un tel travail ou faire de telles analyses et des plans? Comment est-ce que, ça c'est au niveau des processus, comment est-ce que je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais offrir à mes clients? Qu'est-ce que je pourrais facturer pour ce service? Et finalement aussi, avec quel outil est-ce que je vais rendre mon bureau plus efficace pour faire... Pour faire le support de la vie et pour expliquer. Pour faire de telles analyses et de créer des plans bien structurés avec pas mal de simulations et voilà. Donc, pour commencer, au niveau du personnel, au niveau du people, il y a bien sûr déjà pas mal d'expérience dans le bureau même, au niveau fiscal, légal, qui est mis au courant avec la formation permanente, par exemple par les associations professionnelles. Mais il y a aussi encore d'autres offres dans le marché pour plonger plus dedans, dans la planification patrimoniale. Il y a par exemple un certificat d'université, il y a aussi par exemple l'information fiscale NCOI qui offre des cours ou des webinaires ou des workshops sur des sujets dans le cadre d'un pour vraiment augmenter les compétences du personnel pour être déjà prêt à faire ça. Oui, voilà. Donc on peut faire ça en interne. On peut aussi recruter, bien sûr, et on voit ça de plus en plus aussi, des vacatures sur les sites des experts comptables pour des juristes en planification patrimoniale. On voit d'ailleurs aussi, par exemple, dans les organisations plus larges, qu'il y a de différents échelons sur lesquels on travaille dans cette discipline. On a les managers qui gèrent vraiment la relation avec la famille. On a les consultants qui sont spécialisés et qui font vraiment les conseils détaillés. Et il y a les collaborateurs qui aident à rendre le processus assez efficace. Ouais. Donc, c'est ça. C'est quand même un peu restructurer son personnel, les compétences du personnel. Oui, il faut s'adapter de sorte que le côté people, qu'il est prêt pour créer ce genre de consulting envers les clients, la clientèle. Et finalement, il faut bien gérer les réseaux qu'on a avec d'autres conseillers professionnels comme les notaires, comme les courtiers d'assurance, les banquiers, parce qu'eux, ils ont aussi un rôle à jouer, bien sûr. Ils prennent aussi une partie de la responsabilité de leur côté. Dans l'exécution, finalement. Oui, oui, voilà. Les experts comptables ne vont pas donner des conseils financiers pour des placements financiers. C'est le rôle du banquier, mais c'est donc l'expert comptable qui est le meneur du jeu, qui doit gérer les relations et faire le puzzle ensemble. Maintenant, comment est-ce qu'on peut alors rentabiliser la planification financière personnelle au niveau du bureau? Qu'est-ce qu'on va
offrir aux clients et comment est-ce qu'on va être payé. Nous croyons qu'on peut commencer d'une façon simplifiée avec un template de conseil où on répond par exemple à 3 questions et on donne quelques graphiques sur la situation actuelle. C'est pour, engendrer... Créer un intérêt que la personne... Oui, c'est pour créer l'intérêt auprès de la clientèle pour qu'il pose encore d'autres questions. Vous pouvez demander un forfait pour ce premier screening. Ensuite, vous pouvez aller plus loin avec une cellule de conseil plus spécialisée au sein de votre bureau où vous... créer des conseils plus profonds, donc un plan. Et il y a par exemple la création d'une société simple ou la rédaction d'un changement du contrat matrimonial, par exemple. Là, vous pouvez plonger dedans aussi. Vous pouvez facturer ça de façon forfaitaire d'un côté pour le plan, par exemple, à 1500 € par exemple, et ajouter un tarif horaire pour les questions plus profondes. Mais pour sa clientèle, c'est presque un investissement, c'est pas vraiment un coût, c'est vraiment pour oui, avoir en fait, un retour surtout, plus important. Oui, c'est un investissement pour rassembler tous les détails et c'est un investissement qui entre dans la relation à long terme avec le client. Cela rend aussi possible d'ajouter un service d'abonnement ou un service Personal Financial Planning as a Service où on se revoit chaque année pour vérifier, vérifier si le plan tient bien la route et quel changement qu'il y a encore à faire. Ensuite, il y a l'offering d'un Family Office où on peut vraiment aider la famille à exécuter le plan. Oui, parce que ça impacte toute la famille finalement. Oui, il y a des tâches à faire, il y a des contrats à renégocier, il y a par exemple aussi un suivi à faire chez les locataires ou des trucs comme ça. De temps en temps, il y a des familles qui ne veulent pas trop s'occuper avec ces choses-là, donc c'est aussi possiblement une tâche pour un expert comptable ou un collaborateur du bureau. Et finalement, on peut arriver dans un modèle de private accountancy où on joue vraiment le même rôle qu'on joue pour l'entreprise, qu'on joue aussi pour la vie privée, pas pour la vie privée en total, mais la vie privée financière. Alors, où vous pouvez être impliqué dans des conseils chaque semaine ou chaque mois sur des choses à adapter. Ça, c'est vraiment une relation en permanence pour arriver à la fin de l'année à des comptes annuels, à un bilan patrimonial. Et c'est donc vraiment très profond, une collaboration très profonde qui est surtout ciblée à des familles qui ont un patrimoine assez large ou des structures assez complexes. Finalement, bien sûr aussi, il faut aller vers une efficacité maximale en faisant de la planification financière personnelle. Tout d'abord, il faut être alerté de changements au niveau de l'actualité, de la législation, dans le monde de l'investissement, des investissements financiers par exemple aussi, ou d'assurance ou d'immobilier. Il faut donc un peu avoir un focus plus large que fiscalité pour pouvoir et anticiper juridique. Envers sa clientèle avec l'impact de certaines décisions. Comme on est meneur de jeu, il faut quand même être au courant, pas être spécialisé, mais vraiment être au courant des changements. D'autre côté, il faut aussi avoir une bibliothèque digitale pour bien pouvoir répondre aux questions fiscales, légales, mais aussi au niveau de l'immobilier, d'assurance, d'autres choses. Et finalement, il faut aussi bien se poser la question avec quel outil est-ce qu'on va automatiser cette discipline. Au sein du bureau, il y a pas mal de bureaux qui font ça avec Excel. Ça a des avantages, mais surtout aussi des désavantages. Par exemple, la fiscalité, les calculs de droits de succession, par exemple, on ne peut pas faire des calculs très détaillés dans Excel. C'est trop compliqué à faire. Et il faut maintenir l'actualité à ce moment-là aussi en soi-même. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est même pas faisable. Il y a aussi des questions au niveau de GDPR, RGPD,
les fichiers qui se trouvent dans Excel peuvent vraiment passer par n'importe qui. C'est pas de l'information vraiment très clair. professionnelle qui est là-dedans et très personnelle finalement. Oui, c'est très sensible de toute façon aussi. Changer ou faire des changements dans des scénarios, c'est aussi fort difficile dans Excel où c'est facile à faire des erreurs. On ne peut pas importer des sources externes, on ne peut pas ajouter des documents, donc c'est quand même difficile à faire un outil vraiment solide et fiable en Excel. C'est pour ça que avec nous, chez Wolters Kluwer, on crée une Expert Solution, un outil FINEC, on l'a appelé, qui peut vraiment aider avec ce processus de la planification financière personnelle. Et on va juste vite jeter un coup d'œil là-dessus. Comment ça marche, oui. Oui, voilà. Donc ici, il y a une famille, on peut avoir tout genre de structure, bien sûr, mais ici, c'est un couple avec une fille qui ont une entreprise de construction. Ils ont déjà accumulé pas mal de patrimoine, une habitation familiale, bien sûr, mais aussi des placements financiers, un voilier, un oldtimer. Donc ça, c'est un peu le photo d'aujourd'hui. On va mettre la famille, la structure de la famille dans le système. On va aussi dire à FINEC ce qu'il possède avec des fiches par c'est vraiment bien. Capter l'actualité du jour. Oui, de la photo du patrimoine aujourd'hui. Donc c'est un tableau patrimonial. On y ajoute aussi les dettes, donc ce qu'on a à payer aux banques chaque mois. Cela figurera aussi dans les cash flows après. Et à ce moment-ci, on a déjà un graphique avec les actifs de la famille dans un tableau, dans un graphique. Ça donne déjà une première vue. Il faut aussi encore ajouter les assurances avec les garanties qu'il y a en cas de décès, en cas de pension ou de retraite. Et finalement, il faut encore y ajouter les dépenses et les revenus de façon assez... on peut faire ça de façon très détaillée ou bien... plus rudimentaire, oui. Oui, plus rudimentaire, mais dans le cadre de la planification financière personnelle, ça ne doit pas être très en détail avec les factures de vous. C'est trop compliqué ou trop détaillé. Maintenant, dans cette phase-ci, on peut déjà arriver à un tableau qui montre comme on l'aurait dans Excel, mais ici, il est beaucoup plus dynamique. Le tableau est lié aux différents écrans qu'on a déjà remplis, avec les assurances, avec les emprunts, avec les actifs, avec des transactions sur les actifs et aussi les cash flows. Et c'est un tableau dynamique qu'on peut faire changer immédiatement selon le scénario qu'on est en train de calculer. Et finalement, on arrive bien sûr chez les chouettes gâteaux qui montrent, par exemple, la répartition de la risque qu'on a dans son patrimoine. Et qui aide en fait dans le discours avec le client pour un peu présenter ce futur. Ouais. Oui, pour par exemple montrer le rapport entre l'immobilier et le mobilier, c'est important à savoir. Ensuite, aussi, les droits de succession sont bien calculés de façon vraiment exacte avec le simulateur successoral que Wolters Kluwer a aussi. Oui, ça aide aussi à optimaliser, par exemple, les règlements entre les partenaires. Donc, dans leur contrat matrimonial, vous pouvez faire des changements qui ont des effets fiscaux, mais aussi des effets sur la protection du partenaire. Et on peut bien simuler ça. Ça permet de simuler ça, oui. Cela ici, oui. Finalement aussi, donc, le tableau qu'on a vu avant donne les soldes par an. C'est projeté ici aussi de façon graphique. Et les surplus ou les déficits sont ajoutés au portefeuille, à la compte en banque, disons. Et FINEC montre par exemple ici en bleu tous les moyens dont on a besoin pour vraiment atteindre le planning. Donc, l'objectif qu'on s'était mis en fait. Oui, qu'on s'était mis avec toutes les dépenses qu'on a projetées dans le futur. Et réactualiser année par année et finalement si on veut évoluer. Ouais. Oui, voilà. Et il calcule aussi selon ce qu'on a comme surplus. La partie verte, par exemple, montre la partie dont on peut déjà disposer soi-même pour donner aux enfants ou le voilier. Vraiment, oui, voilà, les choses amusantes dans la vie. Oui. Et finalement, donc, on peut y ajouter encore les autres éléments du patrimoine, comme l'immobilier, l'entreprise, par exemple, ici. Et on voit très bien
quels effets les plans ont sur l'état du patrimoine dans le futur. On peut aussi encore faire d'autres simulations, bien sûr, avec Finec, un décès soudain, par exemple, ou l'invalidité, ou calculer combien on peut dépenser maximalement pendant sa retraite. Ce sont toutes des questions que les gens se posent finalement. Oui, voilà. Et ici, on peut facilement générer des rapports et faire un bon conseil. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu la fin de notre discours. On souhaite bien sûr beaucoup de succès aux experts comptables qui vont plonger dans cette matière, qui est très intéressante, très humaine aussi. C'est bon, c'est intéressant au niveau intra-humain. Voilà, on est prêt à leur aider. À les aider. Et donc, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, ils sont très bien placés pour être un orchestreur et celui qui gère, qui est objectif finalement, qui donne une nouvelle source de chiffre d'affaires pour eux. Oui. Donc oui, très intéressant. Je pense qu'effectivement, il faut un outil pareil pour pouvoir donner une expertise correcte dans un temps qui est gérable. Donc je m'imagine que toi, en fait, tu as un patrimoine qui est très important. Ouais, c'est pas le même graphique qu'ici, mais quand même, moi, j'ai aussi fait les simulations pour moi-même, bien sûr. Très intéressant. Voilà. Merci, Michiel. OK. Et on passe maintenant au prochain bloc de publicité. Chaque client a son histoire, des besoins et des souhaits différents. Je pense qu'il est très important de bien connaître mon client et de savoir qui j'ai en face de moi. Finec m'aide à y parvenir. Chaque client a son propre portfolio. Je peux vérifier directement l'ensemble des relations familiales et je peux également ajouter ou modifier des données sans la moindre difficulté. Mes simulations et calculs sont parfaitement adaptés à la situation et aux besoins réels du client. Je remarque que cette façon de travailler est très appréciée, ce qui procure sérénité et confiance. Bienvenue à nouveau dans Taxville Online. Pour pouvoir donner plus de conseils à vos clients, vous devez bien sûr, entre autres, suivre la législation fiscale. C'est pourquoi David de Bakker, conseiller fiscal, vous a préparé une présentation sur l'actualité fiscale récente en matière automobile. David, je vous passe la parole. Bonjour. Alors, la fiscalité automobile, elle a profondément changé cette année pour les sociétés. Que ce soit pour les entreprises qui disposent d'une flotte de voitures pour leurs travailleurs, ou que ce soit les PME où le dirigeant d'entreprise choisit sa propre voiture. À partir de cette année, les sociétés vont déduire moins que par le passé, parce que le gouvernement a renforcé les critères de déduction sur base du critère écologique. Ouais. C'est le critère qu'on utilise depuis maintenant plusieurs années. Depuis 2010, on a une déduction des frais de voiture qui est limitée en fonction du caractère écologique de la voiture et du taux d'émission de CO2. Eh bien, on poursuit avec la même méthode. Mais simplifié maintenant. Ah non, la simplification, ça n'existe presque pas sur le plan fiscal. On rend les choses plus complexes pour les comptables dans les calculs et puis on permet de déduire moins pour tous les types de voitures. Alors, dans la présentation qui est là, vous avez les règles jusqu'à l'année passée pour les sociétés. Donc, on déduisait de 50 à 120%. 120%, c'est pour les voitures les plus écologiques, les voitures électriques, et 50% pour les voitures les plus polluantes. Mais c'était une table, c'était encore assez simple. C'était encore assez simple. Aujourd'hui, c'est vrai que ça va être plus compliqué. Donc, pour la plupart des sociétés, le changement, il intervient au 1er janvier 2020. Et vous voyez, on va déduire nettement moins. On part en théorie d'une déduction de 120%, mais le 120% est réduit de 0,5% par gramme de CO2 en faisant encore intervenir un coefficient qui pénalise les motorisations les moins acceptées écologiquement et donc surtout les véhicules diesel. Donc on démarre de 120% et puis on enlève 0,5% par gramme de CO2 tout en sachant qu'on ne pourra plus déduire à 120. Donc les voitures entièrement alimentées à l'électricité deviennent déductibles à 100%. Les voitures les plus polluantes qu'on pouvait déduire à 50%, on ne pourra plus les déduire qu'à 40%.
Et ce qui sera très compliqué pour beaucoup de comptables, c'est que les frais de carburant doivent être attachés à chaque voiture. Chaque voiture aura son pourcentage de déduction. Pas seulement pour la voiture, mais également pour tout ce qui est les frais liés à la voiture. Voilà, oui. Et surtout les frais de carburant, ça c'est nouveau. Ouais. Donc les frais de carburant doivent être rapportés à chaque voiture pour savoir si on les déduit à 100%, si on les déduit à 98%, à 75%, à 64,12% aussi, parce qu'il faudra aller jusqu'après la virgule. Donc ce petit tableau-là vous montre qu'on déduit à 100% pour les voitures diesel jusqu'à 40 grammes de CO2, pour les voitures essence jusqu'à 42 grammes. Et quand on émet plus que ça de CO2, la déduction décroît. Elle est fixe à 50% quand on dépasse 140 grammes de CO2 pour un diesel et 146 pour un véhicule essence. Et puis, au-delà de 200 grammes de CO2, les voitures sportives ou les voitures très lourdes, les gros SUV, là, on ne déduit plus qu'à 40%, ce sera moins qu'avant. Alors, ceux qui perdent le plus sont les voitures de motorisation traditionnelle. Ici, vous voyez des petits exemples, une Audi A6 ou une BMW X5 diesel. La première, elle est pour un diesel relativement économe en carburant. L'autre l'est un peu moins. On perd dans le premier cas 22% de déduction et dans le second 20%. Donc pour les motorisations traditionnelles, on va en moyenne perdre environ 20% de déduction. Pour les motorisations traditionnelles essence, c'est la même chose. Vous voyez dans le premier exemple une Audi A6, on perd 22% de déduction. Et vous voyez qu'on calcule jusqu'après la virgule, on pourra déduire à 52,55%. La loi n'a pas décidé de faire simple. Hein. On n'arrondit pas les chiffres. Par contre, une voiture sportive ne peut perdre que 10% par rapport au passé. Donc une Porsche 911, elle n'était déductible qu'à 50%, et à l'avenir, on la déduira à 40%. Donc c'est un peu paradoxal. Ouais. Une voiture plus ordinaire peut perdre environ 20%, une voiture sportive ne perd que 10%. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne la déduit qu'à 40%. Quand on regarde cette réforme, on se rend compte que les véhicules qui sont gagnants, ceux qu'on va être incité à acheter, c'est les véhicules hybrides. Ouais. Les véhicules hybrides, on les déduisait pour la plupart avant à 100%, ou très proche à 90%. On va continuer à les déduire plus ou moins au même taux. Donc si je prends une Audi A6, c'est un véhicule récent, c'est un hybride performant. Pour une voiture berline, elle émet 39 grammes de CO2. Eh bien, on va continuer à la déduire à 100%, rien ne change. Donc vous voyez, c'est vers ça... J'ai bien compris que toutes les voitures seront différentes en fait. Chaque voiture sera différente, ce sera un calcul individualisé. En termes administratifs, ce sera plus lourd. Pour une grande entreprise qui a 100 voitures, ce sera un travail très important. Mais pour l'entreprise, la PME qui a 1, 2 ou 3 voitures, il y aura quand même du travail. Dans ce cas des PME, c'est le comptable ou l'expert comptable qui va faire ce travail. Il devra le faire à chaque fois pour chaque véhicule. Et pour chaque société, mais aussi pour la personne en privé à ce moment-là, pour les comptables. Exactement. Ouais. Donc les calculs seront assez compliqués. Alors, il y a aussi une chose qui changera, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est les homologations. Donc les règles changent en 2020 parce qu'on change la loi, la formule est différente. Il faut apprendre cette nouvelle formule, l'appliquer à chaque voiture. Mais en 2021, les règles d'homologation des voitures changent. Donc la loi ne change plus. La nouvelle norme... Mais la nouvelle norme, en effet, vous oblige à aller chercher un autre chiffre qui est disponible dans certains cas, pas disponible dans d'autres. Et il va falloir aussi expliquer à son client que le calcul change alors que les règles ne changent pas. Et on parle souvent des faux hybrides. De quoi il s'agit exactement ? Alors, on vient de le voir, hein, les véhicules qui sont avantagés, ou plutôt ceux qui ne perdent rien dans les changements, c'est les véhicules hybrides. Mais pas tous. Les bons hybrides, en effet, continueront à être avantagés sur le plan fiscal, mais les faux hybrides vont être sanctionnés. Les faux hybrides, c'est les voitures hybrides qui ne respectent pas 2 critères. Soit un critère de puissance de la batterie, soit un critère de taux d'émission de CO2. Le taux d'émission de CO2, c'est 50 grammes de CO2. D'accord ? Ça veut dire que les gros hybrides, les gros SUV hybrides ne peuvent pas être
des vrais bons hybrides. Ouais. Les sportives hybrides, l'exemple, c'est celui des Porsche par exemple, ne peuvent pas être non plus, parce qu'elles ont un gros moteur thermique puissant, elles ne rentrent pas dans ces conditions. Et même quelquefois des voitures hybrides plus petites, parce que la batterie n'a pas été dimensionnée sur base des règles belges. Oui. Et les constructeurs ne peuvent pas tenir compte des législations dans chaque pays. Il ne faut pas oublier que la Belgique est un petit pays. Les constructeurs allemands, pour eux, le marché belge, c'est extrêmement petit. Donc, concevoir des modèles pour le marché belge, c'est quelque chose de complexe. D'accord ? Mais quand je vous entends, David, pour un comptable, pour présenter la situation à ses clients, ça doit être un casse-tête. Exactement. Le comptable, il doit aujourd'hui comprendre la législation fiscale, comprendre les changements, comprendre les règles qui vont disqualifier certaines voitures. Il doit comprendre les changements avec les normes d'homologation. Et puis, il doit comprendre les voitures aussi. Il doit comprendre les caractéristiques techniques de certaines voitures, comprendre l'impact des motorisations, parce qu'on parle aujourd'hui, on schématise, on parle hybride, diesel, on parle essence, diesel. Mais on a maintenant les voitures au gaz qui arrivent. Ouais. On va voir arriver peut-être dans quelques années des voitures à l'hydrogène. Ouais. On a des voitures électriques dont le fonctionnement est compliqué à comprendre quand on n'est pas soi-même le conducteur d'une voiture électrique. Comprendre les contraintes de chaque motorisation, savoir comment on fait le plein, en combien de temps, est-ce que c'est en 3 minutes ou est-ce que c'est en 1 heure, savoir si on a une autonomie de 300 km ou de 1000 km. Et savoir l'impact sur l'usage et quel choix on fait, c'est compliqué. Ouais, et c'est tant au niveau de la comptabilité actuelle qu'à l'achat, donner un avis aux personnes pour qu'est-ce qui est le mieux de faire maintenant. Exactement. Le comptable, on lui demande tout et n'importe quoi. On lui demande presque la couleur du papier peint qu'il faut mettre dans les bureaux. Mais beaucoup de comptables sont questionnés sur le choix d'une voiture par leurs clients. Et quand on ne s'intéresse pas soi-même à la voiture parce qu'on n'est pas un passionné de ça, ça devient quelque chose de compliqué. Ouais. La règle des faux hybrides en est un exemple, hein, parce qu'il faut comprendre les conditions, il faut comprendre. J'ai récemment eu un expert comptable qui me racontait qu'un de ses clients a commandé une voiture en pensant qu'elle était une bonne hybride. Il a démarré une configuration avec une voiture qui était homologuée à 46 grammes de CO2. Il a ajouté des options. Ah oui, au moment de sa commande, on lui a indiqué que la voiture serait homologuée à 49 grammes de CO2. Il a donc dans sa tête commandé une bonne hybride. Quand la voiture est arrivée, sur les papiers, il était indiqué 51 grammes de CO2. Et sur son offre, il était mis que le taux de CO2 à la commande était donné à titre informatif. Mais, on va le voir dans un instant, acheter une fausse hybride, c'est une catastrophe fiscale. Parce que pour déterminer le taux de déduction de la voiture, on ne se basera plus sur le taux d'homologation, qui peut être aux alentours de 50 grammes de CO2, donc une déduction à 100%, mais on va devoir se baser sur le véhicule correspondant, c'est-à-dire le même modèle de voiture, mais qui n'est pas hybride. J'ai ici un exemple avec un SUV hybride, le Range Rover Sport. Il est censé être homologué comme véhicule hybride à 71 grammes de CO2, ce qui permettrait de le déduire à un pourcentage élevé. Mais vous ne pouvez pas tenir compte de ce montant de 71 grammes. Vous devez aller chercher un autre véhicule dans la gamme qui est le plus proche en termes de puissance et prendre son taux d'émission de CO2 à lui. Et quand vous quittez la gamme hybride pour aller vers la motorisation traditionnelle, vous êtes à 218 grammes de CO2. Ça veut dire que vous ne déduisez plus à environ 90, mais vous allez déduire à 40%. La punition ne s'arrête pas là, parce que vous allez aussi devoir prendre le taux de 218 grammes de CO2 pour calculer l'avantage en nature. Ah, voilà. Et donc votre avantage en nature, il explose. Vous le calculez sur la valeur catalogue de la voiture hybride qui est plus chère, et vous utilisez le taux d'émission de CO2 de la motorisation traditionnelle pour une voiture qui est lourde, non aérodynamique, avec un gros moteur. Et donc, aujourd'hui, ce type de véhicule va être réellement sera dissuadé à l'achat par ces nouvelles règles fiscales. Si on sait ce qu'on est en train de faire et de simuler. Voilà, pour ça, c'est là que le comptable est utile, parce que c'est clair que le vendeur de voitures peut vous renseigner, mais il n'est pas toujours objectif. Ouais. Donc on a souvent besoin de l'aide de son comptable pour évaluer les conséquences, comprendre ce que ça va faire comme différence pour la société et pour la taxation personnelle. Donc les comptables vont devoir faire beaucoup de calculs.
Oui. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'aller au garage et de demander une offre. Il faut revenir avec l'offre chez son comptable et lui demander de faire des simulations ou de confirmer les simulations qu'on a fait au garage. Tant pour sa société que pour lui personnellement. Ouais. Exactement, des deux côtés. Il y a la fiscalité de la société, il y a aussi la fiscalité personnelle, l'impôt que le dirigeant d'entreprise va payer sur l'avantage de toute nature, voiture. Est-ce qu'il y a encore d'autres complexités que vous pourriez rajouter ou... Alors, la règle des faux véhicules hybrides, c'est une règle qui est entrée en vigueur avec une clause de sauvegarde, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas aux voitures qu'on a achetées avant l'annonce du changement. L'annonce du changement, elle a été fixée au 1er janvier 2018. Donc celui qui a commandé une voiture hybride qui ne répond pas aux conditions avant le 1er janvier 2018, il est sauvé. Ouais. Par contre, celui qui veut l'acheter maintenant, il doit tenir compte de ces changements. Alors, une précision importante, il y a beaucoup de personnes qui acquièrent leur voiture au travers d'un contrat de renting ou de leasing. Il est possible que le contrat de renting ait été conclu en 2017, qu'il arrive à terme en 2020 et qu'on veuille exercer l'option d'achat. En fait, ouais. Dans ce cas-là, est-ce que c'est un achat de 2020 ou une commande de 2017 ? Le ministre des Finances a dit, et là c'est une très bonne nouvelle, on tiendra compte de la date de prise du contrat de leasing en 2017. Donc on peut racheter sa voiture à la société de leasing. Tant que c'est la même personne en fait. Voilà, oui, et échapper, tant que le conducteur reste le même, et échapper à cette règle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et ça, c'est des choses que les vendeurs de voitures ne vous diront pas toujours. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'avis objectif d'un comptable ou d'un expert comptable. Très intéressant. Merci David. Je pense que ce que tu nous as expliqué, ça montre que c'est très 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 complexe. Ça leur semble être un sujet en fait qui est tellement complexe que je m'imagine que les comptables vont devoir simuler des choses. Oui. Et je pense que Fabien, là, tu as quelques bonnes nouvelles pour les comptables ? Mais oui, c'est-à-dire que vu la complexité de la matière de la fiscalité automobile nous arrivant en 2020, nous avons entendu le marché qui nous demandait de préparer des outils qui permettraient de faire des simulations. Parce que pour l'instant, beaucoup de bureaux travaillent sur des fichiers Excel qu'ils doivent adapter au fur et à mesure en fonction de la complexité. Mais donc là, maintenant, on est arrivé à un niveau de complexité qui devient à peine gérable. Et nous sommes la référence en matière d'outils fiscaux en Belgique. Et c'est vrai qu'il était intéressant pour Kluwer de faire le pas et d'offrir un outil de simulation. Et l'outil de simulation utilise le même engin qu'on utilise dans notre fiscalité, nos produits de fiscalité. Donc, donc nos moteurs de calcul sont récupérés dans l'ensemble de nos outils. Mais donc là, nous avons vraiment fait un outil de calcul spécifique à la problématique des voitures, où l'utilisateur va pouvoir choisir le type de carburant et les différentes subtilités d'hybride, pas hybride, semi-hybride et autres, parce que bien sûr, il reste encore des carburants qui ne sont pas encore connus à l'heure actuelle et que l'avenir va nous réserver. Et qui va effectivement aider le comptable à avoir une vue claire sur les ATN et sur les DNA, donc sur les dépenses non admises et sur les avantages toute nature, et aussi voir l'impact que ça aura dans la déclaration IPP et dans la déclaration ISOC. Donc ce que je voulais en fait la société et tout ce qui est... Oui, donc qu'on ait les deux points de vue, parce que certaines situations sont plus avantageuses dans l'ISOC ou dans l'IPP où ont moins d'impact. Donc il faut vraiment avoir la vue globale. Et c'est ce que David disait alors qu'on n'était pas briefé au départ. Donc, mais cette complexité est évidemment un petit peu simplifiée grâce à notre outil. Ce que nous avons fait pour cet outil, c'est que nous l'avons fait pour et par des comptables. Donc nous nous sommes adressés à un groupe de comptables qui sont nos clients pilotes et qui nous ont aidés à améliorer l'outil pour en faire un outil maintenant qui est mature, qui est disponible. C'est un de nos premiers outils en ligne. Donc nous avons un ensemble d'outils en ligne qui sont accessibles via notre plateforme absolute.com. Qui sont des outils de simulation pour aider les comptables. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités là-dedans que l'automobile Ben oui, je voulais juste encore ajouter un petit point sur la voiture. C'est que David nous présentait tout à l'heure la difficulté de quelqu'un qui prend l'option de l'achat ou l'option du leasing.
Et là aussi, notre simulateur va tenir compte de ça. Ouais, donc en fonction des options prises, la simulation peut aller jusque-là. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut comparer 4 véhicules, donc soit différents modèles de la même marque, soit éventuellement différentes marques. Ce qui, je pense, avec 4 permet quand même d'avoir une vue suffisante pour prendre une bonne décision. L'outil s'adresse clairement au comptable pour informer son client. Ce n'est pas un outil qui est accessible, je pense, à un individu directement, puisqu'il faut quand même expliquer un peu tout ce qui est... Il faut comprendre les notions, etc. Il faut, donc bien entendu, c'est plutôt comptable. Donc nos outils fiscaux, là je reviens, nous avons 3 simulations fiscales qui sont donc justement la voiture de société, le passage d'indépendant en société, donc une petite simulation qui permet de rapidement voir si un indépendant a intérêt ou non à passer en société, qu'il le fasse au bon moment. Et un 3e module est l'outil d'épargne fiscale. Donc il va nous permettre de savoir s'il y a encore de l'espace pour optimiser la déclaration en faisant de l'épargne pension ou en faisant de l'épargne à long terme. Ce qui est intéressant pour ces 3 outils, c'est que nous avons vraiment mis le focus sur la simplicité d'usage. Pourquoi ? Parce que c'est des calculs qui doivent être faits rapidement. Il n'est pas question de passer trop de temps. En face du client, en fait. Il y a aussi un équilibre difficile à trouver qui est, ça doit être complet, mais pas trop long non plus. Donc on doit avoir un bon niveau de détail à encoder pour que la simulation soit faite rapidement, mais suffisamment de détails pour pouvoir avoir quelque chose de relevant. Donner un bon conseil finalement, oui. Donc ça a été vraiment le gros challenge et on espère qu'on a atteint un bon résultat. Nous sommes curieux d'entendre le feedback des premiers utilisateurs quand l'outil sera mis en ligne. Ces outils seront également accompagnés d'un module de plan financier, parce que là aussi c'est une matière qui a beaucoup évolué ces derniers mois et qui, notamment avec la mise en place du nouveau Code des sociétés. Donc là aussi, on a un outil qui va permettre de faire des plans financiers en accompagnant l'utilisateur étape par étape. Dans l'entrée des données. Dans l'entrée des données. Donc ça, c'est un petit peu un début de réponse aux problématiques soulevées par David. Et donc, j'étais très intéressé par votre exposé, c'était très intéressant. Ok, voilà, merci messieurs. David, Fabien, c'était très intéressant. Je pense qu'effectivement, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a pas mal de simulations à faire par les comptables, des conseils à donner, parce qu'il y a cette complexité. Il y a quand même leur expertise qui est nécessaire pour mieux expliquer encore ce qui sort comme output. Mais ça donne certainement quelques vues qu'on va encore regarder dans le bloc suivant de publicité. Merci, messieurs. À bientôt. Voilà, nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette émission. C'est évident, votre métier évolue. Plus de digitalisation, plus de conseils, une nouvelle relation client, bref, beaucoup de changements, mais aussi de nouvelles opportunités. Et pour vous aider à saisir ces opportunités, il faut aussi se poser la question suivante. Comment bien présenter son offre à ses clients en 2020 ? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Gauthier Roussel. Gauthier est en effet un expert en la matière. Il a créé, il y a déjà 10 ans, le Club Espace Innovation, qui a pour but d'inspirer, d'expertiser et d'accompagner les fiduciaires dans ces années de transition pour profiter au mieux de toutes les opportunités qui se présentent. Gauthier, vous êtes à distance au sud de la France. Est-ce que vous nous entendez ?
Pourriez-vous nous aider à donner votre expérience avec ceci? Oui, bonjour Peter et bonjour Fabien et bonjour à toute l'équipe chez vous. Merci d'avoir su être très agile en ces temps un peu perturbés et puis de permettre en version digitale cette conférence que je rêvais de faire évidemment au musée Hergé. L'événement que vous organisiez semblait top et pour un Français encore plus puisque j'aurai le plaisir de découvrir ce musée Hergé, en tout cas je l'espère une autre fois. Merci d'avoir convié Espace Innovation. C'est à ce titre que j'ai le plaisir d'échanger avec vous sur ce plateau. Alors en lieu décalé, mais en live. Je suis Gauthier Roussel en fait, je suis informaticien français et j'ai eu le plaisir, la chance on va dire, dans le milieu des années 90, d'être dans la première petite structure dans une ville du sud de la France qui s'est lancée dans l'automatisation de la production, la productivité de la production, en scannant les factures, en téléchargeant les relevés, ce que vous avez évidemment fait très vite aussi en Belgique avec Isabelle.be et le principe des quotas, mais chez nous c'était complètement nouveau. Et pendant 10 ans, 13 ans exactement, j'ai travaillé dans la recherche de productivité, donc je suis très sensible à toutes les questions de digitalisation bien sûr. Et puis ensuite, j'ai trouvé que la profession manquait de temps et manquait d'attention sur les autres sujets qui sont essentiels. Les fiduciaires sont des entreprises comme les autres, et notamment depuis l'évolution du marché depuis 10 ans, avec l'autorisation de communication, ne serait-ce que ça. Et donc on a voulu travailler à plusieurs fiduciaires, donc on a créé un club français à l'origine, bien sûr, où il y a 150 fiduciaires de toute taille, de 3 à 1500 collaborateurs. Et puis, il y a 4 ans, on a créé aussi la même chose en Belgique. Et c'est à ce titre que j'ai pu échanger avec beaucoup de fiduciaires belges. C'est aussi à ce titre que nous avons été présents plusieurs fois à votre événement national, le FFF, le Forum for the Future. Et c'est là que j'ai pu rencontrer toute l'équipe de chez vous et puis discuter sur l'évolution de la profession, ce qui justifie que je suis en ligne aujourd'hui avec vous. Merci. Gauthier, merci. Au début de notre talk show, Fabien nous a présenté les dernières tendances du marché des comptables en Belgique et il insistait sur 3 points. La volonté de croissance de 60% de ces comptables, l'ambition de fournir plus de conseils et leur priorité donnée aux investissements dans les nouveaux outils digitaux. Qu'en pensez-vous? Avez-vous détecté les mêmes tendances, Gauthier? Merci. Oui, merci Peter. Et effectivement, j'ai bien entendu ce que dit Fabien et je rejoins et je complète, on va dire, beaucoup de ces points avec le regard français et avec le regard de façon générale européen. Effectivement, ces points s'intensifient dans différents pays. J'aurais tendance à dire, pour compléter, corroborer ce qui a été dit, qu'on a 5 directions possibles pour les cabinets, que les cabinets vont devoir cumuler. Peut-être pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles. Le premier, c'est le socle, c'est-à-dire arriver à s'asseoir sur une production de plus en plus digitalisée, mais pas encore. Donc on gère encore du papier et déjà des flux digitaux. Ce socle-là doit évidemment être géré dans les années qui précèdent l'automatisation probable. Le second levier, le second axe de travail du cabinet, c'est épaissir ce côté conseil de premier niveau. On appelle nous ça le conseil prédictif. C'est-à-dire le conseil qu'on attend de l'expert comptable, anticiper évidemment les questions de trésorerie, anticiper les questions de conseil, etc., dans la vie quotidienne de l'entreprise. Et puis, donc, ne plus avoir ce regard passé qui a bien changé maintenant. Les entreprises savent que le cabinet a de plus en plus un regard vers le futur. Le troisième axe, c'est de conjuguer les données personnelles et la vie du cabinet, la relation avec le cabinet, pour aider le dirigeant dans sa vie personnelle. C'est un levier énorme de conseil. On pense évidemment au conseil sur l'entreprise, qui est pour nous le 4e axe, mais ce 3e axe, qui est le conseil à l'entrepreneur, est très important. On n'a pas les mêmes règles de fiscalité en France et en Belgique et ailleurs, mais il y a bien 2 axes différents, et l'expert comptable est certainement le mieux placé pour gérer ces 2 axes. Donc le conseil à titre personnel et le conseil à titre entreprise. Et puis le 5e axe auquel nous croyons, c'est le développement de réseaux. On fonctionne beaucoup en réseau, que ce soit digitaux ou des réseaux physiques, des clubs clients, des clubs autour de la fiduciaire. Et on voit pointer en France déjà beaucoup, et certainement en Belgique. Je l'ai vu moi-même, j'ai été invité à des soirées où le cabinet développe cette tendance de réseau. Donc il y a bien sûr les questions de flux, il y a bien sûr des questions de développement du conseil, mais c'est pour ça que les fiduciaires essayent de grossir pour répondre, pour organiser tout ça au sein de la fiduciaire. Donc on devient des magasins d'obligations, de conseils et d'outils digitaux. Et qui dit magasin dit une offre. Un
catalogue de services. Et ça m'amène à cette histoire de restaurant que nous avons évoquée beaucoup en France. De façon humoristique, on a fait un sketch. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus aller en restaurant, donc je ne peux pas vous le faire en live comme on espérait le faire avec l'équipe de Cluvers. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que si on transpose, dans ce cadre d'évolution du cabinet, si on transpose les comportements commerciaux, de présentation de l'offre, d'explication des services, du cabinet dans un restaurant, eh ben, il s'avère que c'est très drôle. Un restaurant sans carte, ça ne fonctionne pas. Un restaurant qui vous annonce des prix, mais qui évolue à la fin du repas, ce que l'on fait au cours d'une relation avec un client et une fiduciaire tout au long de l'année, ça ne fonctionne évidemment pas dans un restaurant. On s'aperçoit aussi d'ailleurs que les restaurants changent leur manière de présenter l'offre, et aujourd'hui, avec la diversité des services, on commence par vous poser les questions d'usage. Voulez-vous manger assis? Voulez-vous manger debout? Voulez-vous emporter votre repas? Donc il y a une relecture complète, et on s'est souvent amusé à l'éclairer, cette évolution de présentation de l'offre, à l'éclairer en comparant la vie dans la fiduciaire et puis la vie dans le restaurant. Et tout ça corrobore effectivement bon nombre de points qui ont été évoqués à l'instant par Fabien. Merci en tout cas. Fabien, que penses-tu de cette comparaison avec la restauration que Gauthier nous a donnée? Eh bien, j'adore cette analogie. C'est en effet une bonne manière de faire comprendre que l'offre des comptables n'est absolument pas claire pour un kidam, donc pour un entrepreneur qui commence son affaire. Il est confronté à un jargon qu'il ne comprend pas, il est confronté à un business model de son bureau comptable qu'il ne comprend pas, et on a l'impression d'acheter un chat dans un sac. C'est vraiment très confrontant, et je trouve l'exemple que Gauthier nous a montré est très parlant, et c'est une très bonne idée. Et ce que je voulais dire, c'était que par exemple, une offre, c'est comme une blague en fait. Si on doit mettre trop de temps à l'expliquer, c'est que finalement, ce n'était pas une bonne blague. Donc je trouve que Gauthier a à ce niveau-là vraiment marqué un point avec sa présentation. Et j'aimerais demander à Gauthier s'il peut nous expliquer comment mieux présenter son offre finalement. Oui, Fabien, merci pour cette question. Effectivement, on a l'habitude d'évoquer les 7 enjeux de l'entretien. En réalité, il y en a un 8e, mais c'est celui qu'on place en premier d'habitude, c'est bien sûr de vendre. Et dans un restaurant, encore une fois, quand le serveur amène la carte, l'objectif c'est qu'on commande. Mais ce qui est intéressant dans cette analogie, justement, qu'on peut reprendre sur la carte du restaurant, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans la présentation de l'offre. Alors on a l'habitude de les représenter en 7, et je vais vous les citer rapidement, très rapidement, vous les avez avec moi. La première chose, c'est que l'offre soit claire, c'est-à-dire que le contact entre la fiduciaire et le client, ou le prospect, doit être limpide en compréhension. Alors on a un bagage culturel très fort, en France, en Belgique et ailleurs, quand on va dans un restaurant, on est habitué à cette question de entrée, plat, dessert. Donc on a déjà les bonnes lunettes pour lire la carte. Quand on reçoit les informations d'un cabinet, pour peu qu'il y en ait, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de cabinets qui n'ont pas de carte, qui n'ont pas de présentation précise de leurs services, et notamment ne mettent pas en valeur tous leurs conseils, eh ben, on a du mal à comprendre. Donc la première chose qu'il faut créer dans cet entretien, c'est être très clair, bien sûr dans l'optique de vendre, mais dans l'optique aussi de faciliter l'effort client. C'est très important que la personne n'ait pas d'effort à faire pour comprendre la structure de l'offre. Ensuite, le second point, c'est bien sûr que les tarifs soient clairs. Alors on a des combinaisons parfois un peu audacieuses en restauration, quand vous avez des forfaits, que vous pouvez choisir l'entrée, le plat dessert avec des euros en plus ou des euros en moins. Dans un cabinet, on évolue, même si ça ne veut pas dire afficher ses prix sur Internet, hein, mais quand je rencontre la personne du cabinet, il faut que j'ai d'abord, encore une fois, la facilité de compréhension de la structure, que j'ai pas beaucoup d'efforts à comprendre les composantes compta, juridique, s'il y en a évidemment, fiscalité, il y en a beaucoup en Belgique, et puis d'autres domaines de conseil, mais aussi que je comprenne très clairement la tarification. Donc, il ne faut absolument pas avoir honte de sa tarification, quel que soit le support d'unité d'œuvre. Et j'y viens justement, il y a une évolution. Aujourd'hui, vendre du temps est assez compliqué, puisque je ne sais pas combien de temps ça prend de faire telle ou telle déclaration, de faire ma tenue, et puis le digital étant présent, j'ai un peu l'impression de faire une partie du boulot, hein, un peu comme si j'allais en cuisine apporter mes ingrédients pour faire ma propre salade. Donc il faut être de plus en plus clair là-dessus, et la profession a intérêt à aller vers des unités d'œuvre très précises. C'est-à-dire, quand je constitue une pizza ou un plat, et ça peut vous choquer que je fasse cette comparaison, je l'entends, on va avoir des unités non pas sur le temps de cuisson, etc., parce que c'est variable selon les habitudes du restaurant, etc., mais sur le nombre de matières premières. J'ai 50 factures par mois, j'ai X relevés, même si c'est des quotas,
etc. Et donc l'indexation du tarif de la compta, par exemple, doit se faire sur cette volumétrie indiscutable. Vous êtes une grosse entreprise, ça coûte tant, vous êtes une petite entreprise, ça coûte tant. Votre entreprise se développe, j'ai plus de tenues, donc il n'y a plus de discussion possible sur le prix, il n'y a pas de négociation. Voilà. En fait, vous payez ce que vous mangez comme dans un restaurant. On a donc une évolution vers la stratégie du choix, et c'est toute la force de la carte. La carte de restaurant, en fait, annule beaucoup de négociations. On vous présente un ensemble de services, et il se trouve que le client a une sensation de choix. Il ne va pas commencer à comparer les prix par rapport aux voisins. Peut-être qu'il pense que c'est localement, ici, chez vous, un peu plus cher. Mais il est assez vite heureux de la clarté de l'offre d'une part et de la clarté des tarifs. Donc c'est important d'aller vers des unités d'œuvre non discutables et de glisser donc vers un choix. Alors, au passage, les neurosciences ont bien avancé là-dessus. C'est intéressant, j'en dis quelques secondes, j'en dis quelques mots. Vous savez que si vous voulez proposer un tableau de bord, par exemple, à un client, le meilleur moyen, c'est d'en proposer 3. On sait qu'en termes de neurosciences, les personnes ont tendance à choisir le tableau de bord du milieu, c'est-à-dire celui qui semble pas low cost parce que je mérite mieux, entre guillemets, pas forcément le plus compliqué parce que je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais assez facilement je vais proposer un prix qui me semble adapté, c'est-à-dire celui du milieu, parmi les 3. Voilà une technique de stratégie de choix. Il y en a une autre qui est un peu plus technique et plus subtile, c'est que vous savez qu'en termes de relations, quand on présente une carte, quand il y a 4, 5, 6, 7, 8 poissons, il y a un renversement des tendances. Et je vais demander conseil. Et ça nous intéresse que l'entrepreneur, évidemment, se retourne vers l'expert comptable pour demander conseil. Donc dans les domaines de la fiscalité, dans les domaines des conseils à titre personnel, est-ce que je dois investir, quel format juridique d'entreprise, etc., on a intérêt à présenter une offre assez large pour qu'il se passe dans la tête du consommateur une envie de conseil. Quel est le bon poisson? Qu'est-ce que vous avez de frais aujourd'hui? Qu'est-ce qui est adapté à ma faim, à mes besoins, bien sûr. Voilà l'ensemble des 7 points. On pourrait rajouter 2-3 points rapidement complémentaires. Le pricing doit être travaillé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, une entreprise compétente va d'autant plus le paraître que ses prix sont variables dans leur structure. Je vais payer la comptabilité à la ligne et au nombre de pièces. Je vais payer le conseil, par exemple, en fonction des heures, mais il y a d'autres systèmes bien plus intéressants que ça. Je vais pouvoir prendre des abonnements pour l'utilisation des outils. Je vais pouvoir utiliser un pay-per-use pour certains services du cabinet, etc., etc. Donc, un pricing travaillé va donner la sensation d'une carte construite et d'une liberté par la diversité des prix, les différents modèles de prix, étant logique par rapport aux différents produits consommés. Et puis, on a l'habitude de dire que plus le client est impliqué dans ses choix, non pas je présente l'offre et puis j'explique ce qu'il lui faut, plus on le laisse un peu en silence devant sa carte, plus il va prendre lui-même le chemin de ne pas négocier, de choisir ce qu'il veut, de voir que finalement il voulait un dessert en plus mais ça va faire cher donc il va l'enlever. Voilà, cette implication du client dans l'acte va amener une plus grande satisfaction et aussi une meilleure préparation du client parce qu'il ne va pas demander les choses qu'il n'a pas commandées sur la carte, par exemple. Pour terminer, pour ceux qui sont, pour être complètement exhaustifs dans nos travaux de fond qu'on a fait au club, il y a une histoire d'unité puis souplesse, c'est-à-dire que si j'ai 2-3 fiduciaires de mon même groupe, 2-3 agences, 2-3 bureaux, on a intérêt à aligner la structure de la carte, quitte à faire ensuite certains plats moins chers parce qu'on est en banlieue d'une grande ville, ou on est en campagne, ou on est au contraire dans le cœur d'une grande ville. À ce moment-là, la structure doit rester la même si le prix unitaire des plats peut évoluer. Voilà les 7 enjeux de l'entretien que j'ai parcourus déjà effectivement un peu en détail. Je rejoins Gauthier dans son approche, dans sa présentation, c'est-à-dire que ce qu'il a expliqué permet de retrouver un climat de confiance avec son client dès le départ. En fait, on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Donc, c'est important de, dès le début, créer une relation de confiance où les choses sont claires au niveau du prix, les choses sont claires au niveau du service qu'on doit attendre. Et aussi, il est important de parler la langue de son client. Donc le jargon comptable reste une barrière. C'est important de vraiment présenter la complexité de son offre avec un langage que le client est prêt à comprendre. Et je pense que Gauthier peut nous expliquer un peu plus sur la complexité de l'offre chez le comptable, en fait. Gauthier, est-ce que vous pouvez nous informer un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors, on pourrait dire quelques mots sur la complexité du jargon. Nous sommes convaincus, et on échange souvent au club en Belgique,
On se réunit généralement à l'hôtel Dolce, en dessous de Bruxelles, et on échange assez souvent sur cette histoire de jargon. J'ai dû, moi d'ailleurs, m'habituer au jargon de l'expertise comptable en Belgique, de la même manière qu'il y a un jargon en France. Alors, un peu de jargon, un tout petit peu, c'est bien, parce qu'il y a des noms incompressibles, le nom donné par les instances, mais il est évident que la compréhension large de l'offre est importante. D'ailleurs, non seulement pour vendre les plats du jour, les obligations qu'on doit respecter et pour lesquelles la fiduciaire est là pour aider l'entrepreneur, mais aussi pour vendre d'autres missions, notamment le conseil. Et si un produit n'est pas en rayon, si un produit n'est pas sur la carte, on ne le vendra jamais. Alors en France, on a fait ce recensement il y a quelques temps et on s'est aperçu que c'était très utile. Beaucoup de fiduciaires n'ont pas de plaquette ou avaient une plaquette qui restait souvent au placard avec des présentations merveilleuses, vantant l'histoire du cabinet, etc. Ce dont a besoin le client d'abord, c'est une clarification très simple de son offre. Et on a utilisé le principe du mind mapping, vieux comme le monde, et on s'est aperçu qu'en France, on avait une espèce de cartographie, un spectre, on va dire, de 130 missions possibles. Alors pourquoi 130 et un petit peu moins en Belgique? Parce que notamment en France, on a le social, je ne m'étendrai pas là-dessus. Quand on a fait ce travail avec le club, c'est un des outils, des nombreux outils qu'on travaille ensemble. C'est le principe du club, c'est d'aller plus vite, de faciliter la tâche des fiduciaires de tailles diverses qui sont dans le club, et de régions diverses de Belgique d'ailleurs. On a fait donc ce même travail parce que c'est très pratique. On s'est aperçu qu'il y a 10 branches en Belgique. Alors, vous les voyez un petit peu, mais je peux les citer: comptabilité, sociale, bien sûr, accompagnement à la personne, toute votre partie fiscalité qui est assez riche en Belgique, l'aide à la gestion, les missions spéciales, le juridique, les e-services, etc. C'est important, et c'est beaucoup plus clair pour un client, de comprendre le spectre d'un coup. À tel point d'ailleurs que ce document, qui était un petit travail, est souvent devenu pour les fiduciaires en Belgique du club un document très simple à imprimer à moindre coût, qui est une carte, et qui est beaucoup moins compliqué à rédiger et plus facile à mettre à jour. Une carte, il y a bien une saisonnalité, donc quand il y a des nouvelles missions, eh bien on peut les rajouter. Et cette carte est devenue l'élément central de la relation, le premier élément de clarification de l'offre. Et quand on réfléchit, c'est amusant, l'anecdote montre que dans les restos aussi, sous les assiettes, on se retrouve souvent avec cette présentation de l'offre. Et elle est utile pour vendre aux prospects, elle est utile aussi pour vendre à ceux qui sont déjà clients, les habitués, on va dire, et puis aussi pour proposer des facturations, on va dire, opportunistes. Ces 3 systèmes de vente qui se sont imposés dans la profession et qui sont maintenant pratiqués par les membres du club comme des vraies stratégies de vente à part entière. Oui, Gauthier, j'aimerais simplement revenir sur ce que tu appelles la facturation opportuniste. En fait, il s'agit de ces fameux extras qui sont pas toujours faciles à faire payer aux clients. Donc, par exemple, le surplus de travail que l'on peut avoir en introduisant le registre UBO ou le surplus de travail dans l'administration des lois anti-blanchiment. Pour un comptable, ce n'est pas toujours facile de le facturer, ou en tout cas de le facturer pour que le client l'accepte. De quelle manière aborderais-tu cette question, comment pourrais-tu aider nos comptables à mieux présenter cette problématique? Oui, très bonne question, effectivement. C'est aussi un des sujets qu'on a travaillé. On est habitué aux mécanismes commerciaux et n'ayons pas peur des mots qui sont utilisés. Alors nous, on a des mots très techniques dans nos circuits d'études, et il y a évidemment des mots très techniques pour la vente. C'est une vraie science, même si on a parfois une image un peu inadaptée de la commercialité en cabinet. Alors il y a bien sûr ce qu'on appelle la chasse, et c'est le terme consacré encore une fois, c'est-à-dire des prospects qui vont rencontrer la fiduciaire ou avoir un bouche à oreille positif de la fiduciaire et qui vont contacter la fiduciaire. Et là, on met en place une stratégie de présentation de l'offre, pourquoi pas avec une carte, et on vante les intérêts, la qualité de la fiduciaire, etc. etc. On a une autre méthodologie de vente quand ce sont des clients déjà acquis, à qui on va proposer à leur choix, donc soumis à leur choix, des missions complémentaires en fonction des besoins émis par le client ou des besoins proposés par le cabinet qui a une vision plus large, qui doit proposer, c'est le devoir de conseil, des choses qui seraient nécessaires pour le dirigeant ou son entreprise. Et on a constaté que en France, en Belgique et ailleurs, c'est une tendance européenne, il y a un bon nombre d'obligations qui sont rajoutées régulièrement par les instances, par l'État, et évidemment s'inquiéter de savoir comment le client allait le prendre.
Alors c'est simple, il y a un avant et un après, c'est pas de votre faute si effectivement l'État rajoute des obligations soit déclaratives, donc on pense effectivement au registre des bénéficiaires, mais il y a eu toute une série, en France il y en a eu beaucoup sur le social, en Belgique il y en a aussi sur la fiscalité, et vous avez aussi des mises à jour assez complexes sur le droit des sociétés, etc. Une partie des choses qui sont obligatoires ne sont donc par essence pas soumis au choix du client, et il faut oser les facturer. Alors pour ça, on a une méthodologie un peu travaillée au club. Si ce sont des frais de dossier ou des choses qui sont nécessaires ou des petites déclarations ponctuelles, eh ben on va les rajouter dans la facturation sans trop d'explications si les montants sont raisonnables. Et puis si c'est des montants importants, on va faire un courrier dédié en disant « Chers clients, nous avons à cœur de tenir évidemment le mieux possible toute votre comptabilité et le juridique, etc. » Mais le gouvernement a décidé, dans le cadre de la mise en place de la loi je ne sais quoi, l'obligation de remplir tel document. Ce document-là regarde la formation de nos collaborateurs, etc. Et des enjeux informatiques engagés, vous sera facturé 75 €, etc. Donc on passe à une habitude de facturer, ça fait grincer peut-être parfois les dents du client, mais c'est une obligation. On joue sur un phénomène de vente très connu, qui est en quelque sorte imposée par la loi, mais que nous on appelle vente opportuniste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que la fiduciaire engrange des frais et du temps passé à faire des choses que le client ne payerait pas. Donc cette technique s'appuie sur une espèce de fidélité client, on appelle ça l'élasticité client, et on ne rentrera pas dans le sujet maintenant, mais en gros il faut habituer le client, parce que c'est une réalité, même si c'est en dehors du spectre de la satisfaction, donc c'est plus dans ses choix, c'est une obligation. Il faut le prévenir et l'habituer aux tarifications particulières. Alors évidemment, on est dans un contexte un peu particulier en ce moment, où on attend des souplesses de taxation notamment, mais cette mécanique, ce troisième levier qu'on appelle la vente opportuniste, a énormément de succès. Et je serais heureux d'ailleurs de vous donner quelques détails là-dessus. Donc cette troisième manière de faire jouer l'offre, lorsqu'on aura le temps un jour, et peut-être, j'espère bien, en live. Gauthier, j'aimerais encore te poser une question qui, en fait, est relative à l'enquête que nous avons faite, où nous avons pu remarquer que beaucoup de nos comptables étaient persuadés de savoir en quoi l'avenir allait consister. Par contre, très peu avaient déjà mis un plan d'action concret en marche. Et je voulais un peu entendre quel est ton avis sur cette question ? Effectivement, c'est la question complexe qu'on se pose, et c'est un peu l'objet de notre échange, donc en lieu décalé encore une fois, mais en live maintenant. L'idée, c'est que clairement, on est dans un changement à la fois technologique, bien sûr, on le sait tous, et à la fois relationnel. C'est-à-dire qu'on a une vision classique qui consisterait à dire la digitalisation favorise un processus ancien. En réalité, le transforme complètement, c'est assez évident, on ne va pas revenir là-dessus. Donc pour nous, le fond, c'est « je tue nous ». C'est-à-dire que avant, je pouvais dire « je fais ma comptabilité et la fiduciaire la corrige », ou alors je disais à la fiduciaire « tu fais la comptabilité ». On arrive dans une ère pas encore très avancée, ou alignée en tout cas selon les pays, vers une ère complètement collaborative, c'est-à-dire, on le voit pointer en France et ailleurs d'ailleurs, certains cabinets achètent une comptabilité complètement collaborative et le client dépose ses pièces, mais fait une partie du travail. Au-delà de simplement envoyer des documents, il intervient dans la comptabilité. Donc on rentre dans une phase collaborative. Ceci est complété par la superposition, alors ça nous fait souvent penser au supermarché, où vous pouvez encore faire vos courses avec un caddie, ou scanner les choses avec une zappette, ou passer vous-même à la caisse quand vous avez peu de produits. Il y a un empilement des usages différents. Aujourd'hui, clairement, on a 3 usages. Le premier, c'est vive le papier. Il y a encore des gens qui sont habitués au papier, et pour des raisons de flemme, pour des raisons d'âge, pour des raisons de typologie de métier, ils ne veulent pas changer. Donc la question que je vous pose là, qu'on se pose en fiduciaire, c'est va-t-on avoir un plan d'action pour cela ? Ce sont nos clients traditionnels, mais va-t-on avoir un plan d'action et pour combien de temps ? La seconde partie, c'est évidemment l'émergence des flux. Alors en Belgique, vous êtes avancé avec les CODA et les SODA, mais il reste effectivement des flux de papier complémentaires. La question, c'est pour ceux qui veulent participer à une comptabilité collaborative, quels sont les vecteurs que je vais utiliser ? Et il y en a beaucoup. Donc on va peut-être aussi dire quels sont les vecteurs
qu'on ne l'autorise pas dans la fiduciaire. Si le client est complètement libre dans ses choix, on va multiplier les accès, ça risque d'être compliqué. Et puis la troisième chose, c'est donc cette comptabilité purement collaborative. Donc on a bien 3 usages. Pour revenir à votre question très clairement, qui dit 3 pratiques, 3 usages, elle dit un plan d'action avec un point central qui consiste à recenser cette cartographie éclairante. Au passage, il y a 4 enjeux pour recenser son offre. Le premier enjeu, c'est d'abord que son équipe, qu'on soit 1, 2, 5 ou 10 ou 30 ou 150 dans la fiduciaire, c'est bien de régulièrement avoir la carte concert. Donc la première chose, c'est que l'équipe recense. On pense toujours que tous les cuisiniers et les serveurs connaissent l'intégralité de l'offre de la fiduciaire. C'est pas tout à fait vrai. Et c'est souvent faux. Donc première chose, on fait cette cartographie. Ensuite, on a, et c'est souvent le rôle de l'expert, une tendance croissante à avoir des prix très clairs, voire même des calculateurs. C'est-à-dire que je choisis le prix en fonction des différents flux, et quand un client va me commander le fait de venir avec du papier ou le fait de venir avec un scan ou de me transférer les pièces ou je ne sais quoi, j'aurai un tarif adapté à cette consommation-là. Donc, recensement d'émissions de façon globale, tarification en fonction des vecteurs, et je dirais aussi après, puisqu'il y a 3 comportements, avoir peut-être, pourquoi pas 3 cartes. Dans la restauration, encore une fois, selon les phases d'achat, on a bien une cartographie classique, c'est-à-dire la carte du restaurant, et puis on a en plus, pour des consommations supplémentaires, la carte de boisson, la carte de dessert, etc. Donc première chose, recenser ses missions. Seconde chose, poser ces règles précises de tarification, voire même les avoir sur le bureau avec marqué référentiel tarifaire de la fiduciaire. Psychologiquement, moi en tant que client, je vais m'apercevoir que les prix sont archi carrés, et voire même m'impliquer dans les choix, dans ces trois possibilités. Mais il n'en reste pas moins que la première question à poser, c'est « Monsieur le client, aujourd'hui, on a une relation, ou on va démarrer une relation, quel est votre usage? Est-ce que vous êtes encore papier, si la fiduciaire accepte ces clients-là encore? Est-ce que vous êtes digital ou est-ce que vous êtes déjà complètement collaboratif pardon. Oui, alors effectivement, on peut, je pense, discuter en détail sur l'ensemble des business models qui existent et qui cohabitent clairement aujourd'hui. Alors, on n'a pas de solution au sein du club, même si on voit effectivement des fiduciaires de toute taille, mais on a un constat qui est, encore une fois, on a évoqué 5 orientations, l'automatisation évidemment de la comptabilité, voire même peut-être un jour l'achat de la donnée comptable à quelqu'un d'autre, hein, on y a réfléchi déjà, et puis l'intensité différente entre une automatisation partielle et puis bien sûr l'intervention de l'intelligence artificielle. Donc moi j'ai tendance à dire aujourd'hui, et que ce soit d'ailleurs chez vous, éditeurs, ou chez d'autres peut-être, mais évidemment c'est au meilleur d'aller le plus vite, il y a un soutien de la fiduciaire dans ces process d'automation, et ça semble évidemment être une préoccupation majeure chez vous, chez Clubers. Il y a aussi le fait qu'une partie de l'évolution des cabinets ne doit pas être attendue de l'éditeur, ou en tout cas l'éditeur peut pousser des réflexions, mais c'est vraiment au cabinet à mettre en place un développement approfondi de sa stratégie de conseil. Qu'est-ce que c'est que le conseil? Comment ça se vend? Alors on l'a un peu évoqué, il y a du conseil à la personne, il y a du conseil à l'entreprise, il y a des conseils de types différents. Je pense que la profession a intérêt à investir évidemment pleinement la technologie en faisant confiance à son éditeur et en bousculant son éditeur pour aller le plus loin possible. Et puis en même temps se poser des questions de réflexion stratégique non liées à la technologie. J'entends souvent, mais de moins en moins, j'entends quand même cette histoire de dire oui mais le conseil, le client ne veut pas le payer, ne veut pas l'acheter. Clairement, il semble que si la profession ne fait pas évoluer la consommation des clients, et au début ils sont évidemment toujours un peu réticents, s'il n'y a pas de tarification claire et de proposition de pack de conseils ou d'accompagnement dans la durée très clair, il n'y aura pas d'évolution vers les meilleurs aspects du business model, c'est bien sûr avoir une prépondérance dans le chiffre d'affaires du conseil. En France, on est encore à 70% du chiffre d'affaires fait sur la tenue comptable ou la révision, et on se bat bien sûr pour développer le conseil comme dans tous les pays. Je pense que ça sera par l'audace de l'affichage des contenus et des prix dans l'offre qu'on enclenchera ce travail, tout en s'appuyant encore une fois sur l'automatisation maximale proposée et accompagnée par les éditeurs. Je pense qu'on pourra en reparler dans 6 mois, 1 an et 2 ans, et c'est tout l'intérêt peut-être de ces Taxville Tours, c'est de suivre cette évolution qui est magistrale et qui est aussi passionnante. Je ne pourrais pas vous citer à l'instant
une de ces citations merveilleuses, mais il y en a plein pour dire que quand il y a effectivement une évolution de fond, c'est une zone d'opportunité pour les plus malins, d'entre vous bien sûr. Ok. Merci Gauthier et Fabien pour vos interventions. Eh bien merci surtout. Merci à Wolters Kluwer qui a pensé à nous évidemment pour cette interaction, cette réflexion, pour ce talk show en lieu décalé mais en live. Et puis merci à l'agilité technique de votre côté parce que c'était pas simple de monter ça dans les conditions évidemment un peu compliquées de non-déplacement que nous vivent nos deux pays. J'espère qu'on aura bien sûr l'occasion d'en reparler en vrai. Le Club Espace Innovation peut accueillir les fiduciaires, quelques fiduciaires, il nous reste une dizaine de places, sachant que le club a des règles d'échange et de travail collaboratif très strictes pour pouvoir avancer beaucoup plus vite ensemble, ce qui nécessite un échange, un partage qui peut parfois étonner, mais c'est comme ça qu'on va évidemment beaucoup plus loin ensemble. Et puis j'espère qu'on se retrouvera et qu'on suivra les évolutions technologiques des uns et des autres pour avancer dans tous ces sujets passionnants. Encore une fois, je pense que cette série d'évolutions technologiques, relationnelles et sociales sont autant d'opportunités pour fiduciaires et c'est très bien de travailler ensemble pour aller encore plus vite pour les capter. Merci beaucoup de votre écoute et puis donc à très bientôt, je l'espère, en vrai et pourquoi pas au musée Hergé, ce qui était évidemment une invitation très tentante. Merci beaucoup et à bientôt. J'ai retenu que tout démarre avec la définition de sa stratégie de votre fiduciaire. Quels clients voulons-nous servir? Quels services voulons-nous leur apporter? Quelles compétences et outils devons-nous posséder pour cela? L'offre du bureau comptable devient plus complexe. Il faut donc le présenter clairement, on a entendu ça, avec des tarifs qui sont transparents et laisser un certain choix à ses clients en fonction de ses attentes et de ses usages. Oser des facturations extra est très important aussi. Voilà. Je pense qu'avec cela, on arrive à la fin de cette émission de Taxville Online. Je voudrais encore remercier les différents intervenants. Je vous remercie également d'avoir regardé ce talk show. J'espère que cela vous aura inspiré et que vous avez beaucoup appris. Si vous le souhaitez, vous pourrez encore suivre cette émission sur taxville.be. N'hésitez pas à poser encore vos questions maintenant via chat. Merci et à bientôt, je l'espère.